Hello, hello everyone. Everyone ikam Lopecia, bro Arem Research Blomi. Donc, je vous fais un petit effet de style en Bishlama pour vous expliquer que les recherches que je mène se passent au Vanuatu. Et j'étudie une pratique culturelle qui s'appelle le dessin sur le sable, ou plutôt communément nommé sand drawing en Bishlama, bien qu'il y ait des noms en fait assez particuliers dans des langues vernaculaires sur chaque île, que je vais pas avoir le temps de détailler ce soir, mais voilà. Alors la photo que vous voyez là a été prise il y a très très récemment. J'ai passé un mois sur l'île de Maewo pour travailler avec des dessinateurs, pour essayer de comprendre comment les gens arrivaient à dessiner de tels dessins et surtout comment ils arrivaient à en construire de nouveaux et à les retenir et à se les transmettre. Il y a énormément de questions en fait, donc voilà. Je vais essayer de vous expliquer ça à peu près en 15 minutes, ce qui est vraiment extrêmement court, mais j'ai préparé des petites vidéos, des petites animations pour que vous voyez assez rapidement de quoi il s'agit. Alors, donc le sand drawing, je crois que j'ai un pointeur. Bref, c'est pas très grave. Bon, le Vanuatu, voilà, j'ai mis une petite carte de Vanuatu pour expliquer que la pratique de dessin sur le sable n'arrive pas partout. Enfin, on ne trouve pas cette pratique partout sur l'archipel. C'est un archipel extrêmement étendu. Tu vois. Okay. Le Vanuatu est un archipel extrêmement étendu, il y a plus de 80 îles, et on retrouve cette pratique de dessin sur le sable plutôt dans le centre, sans qu'on sache exactement pourquoi. Il y a des îles où c'est totalement absent et des îles où il y en a. Donc en particulier ici, c'est plutôt le centre. Vous voyez ici, Malekula, Epi, Ambrim, Pentecost, Ambai et Maewo, là où j'étais. Voilà. Alors, plutôt que faire un grand discours, je vais laisser parler un dessinateur. Alors oui, je veux bien lire cette vidéo. Non. Ça a marché tout à l'heure, hein, j'ai essayé, donc il n'y a aucune raison que... Alors... Bon, alors je vais faire comme l'intervenant d'avant, je vais être obligé de vous la montrer à la main, c'est celle-là. Voilà. Je vais avancer un petit peu. Voilà, donc le dessinateur prépare le sol. Et il prépare un quadrillage en fait sur lequel il va réaliser son dessin. Donc là, vous l'avez en accéléré. Alors, la taille du quadrillage a une énorme importance en fait. Voilà, je ralentis un petit peu. Donc le doigt se déplace. Alors le quadrillage sert de repérage finalement. Le doigt se déplace continuellement. Alors, sauf à un petit endroit, mais normalement, il ne lève pas le doigt. Il se déplace continuellement dans ce quadrillage, à l'intérieur de ce quadrillage. Alors, généralement, il ne repasse pas sur une ligne qui a déjà été tracée. Vous pouvez on pourrait revenir en arrière, redétailler cette vidéo. Par contre, il a le droit de croiser une ligne, mais pas de repasser continuellement sur cette ligne. Alors ce dessin a un nom, c'est en langue vernaculaire, ça veut dire 5 oiseaux dans un nid. Effectivement, on voit la tête des oiseaux et voilà. Donc si on regarde, il est parti de ce point-là et il a fini à ce point-là. Exactement. Voilà. Alors je vais revenir à ma présentation. Donc c'était Hélène Cohn qui dessinait le dessin Poire à Ambrim en 2017. Voilà. Alors qu'est-ce que j'essaye de regarder, parce que c'est un objet extrêmement fascinant de par sa conception. C'est un objet éphémère, c'est-à-dire que les gens dessinent puis après l'effacent, qui revêt énormément d'aspects sociaux. Et donc je peux pas tout regarder dans cet objet, mais en particulier ce que j'essaie de saisir, c'est quelle est la nature mathématique de cette activité. Je vais vous expliquer en quoi en fait cette activité a un lien assez fort avec les mathématiques.
Deuxième chose, c'est quand même, j'essaie de saisir quelle est la nature de cet objet dans son contexte. Pourquoi je regarde le contexte? Parce qu'en fait, ça m'aide aussi à comprendre comment les gens pensent leurs mathématiques, en quelque sorte. Si vous voulez, c'est mon travail finalement, c'est d'essayer c'est un peu une recherche de nouvelles formes de mathématiques dans des contextes, en l'occurrence ici, de tradition orale. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'écriture, on n'écrit rien, on ne met pas de formule, on ne fait pas de description de ces dessins par le menu. Non, tout est appris comme ça, de manière orale, et on se transmet les dessins de cette manière. Alors, donc, il y a quelques règles qu'on retrouve dans la plupart des dessins. Donc, première chose, c'est commencer par un point du quadrillage et revenir au même point. Ne pas lever le doigt pendant le tracé, sauf pour éventuellement effacer un peu, ou alors quand on rencontre un caillou, on l'enlève. Mais logiquement, ne pas lever le doigt. Ne pas repasser 2 fois continuellement sur une ligne déjà tracée, ce que j'ai expliqué. Et c'est là que ça se complique, c'est qu'à la fin, il faut produire une figure symétrique. Alors c'est quand même extrêmement contraint. Je pourrais vous donner quelques dessins à faire et vous demander de les réaliser, vous verriez, c'est pas si simple en fait. Alors, ce problème, en fait, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose de mathématique là-dedans. Et effectivement, les gens dessinent en fait des lignes sur le sol, et des lignes qui se croisent, enfin une ligne en l'occurrence, qui se croise en plusieurs points. Et ça, en mathématiques, ça s'appelle une représentation d'un graphe. Alors, ça a un lien, cette pratique, a un lien avec les mathématiques de la manière suivante. Il y a assez longtemps, Euler a posé on a posé à Euler, il a été posé la question suivante. Dans la ville de Königsberg, qui possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponts, est-il possible de parcourir cette ville en empruntant toutes les parties de cette ville, en empruntant une fois et une seule fois les ponts de cette ville? Eh bien ça, c'est exactement un problème de théorie des graphes. Il s'agit de parcourir, vous voyez ce graphe là. Alors les lignes ici s'appellent les arêtes, les points s'appellent les sommets, et il s'agit de trouver un chemin finalement qui pourrait passer par chaque pont une fois et une seule fois, tel qu'on passe par tous les endroits de la ville, l'endroit A, l'endroit B, l'endroit C, l'endroit D. Alors en fait, la réponse est non, c'est pas possible sur ce dessin pour une raison assez simple, assez simple, qui a été démontrée par Euler. Et il s'est intéressé en fait au degré de chaque sommet. En fait, les degrés, c'est le nombre de lignes qui arrivent sur un sommet. Et en fait, il a montré qu'il fallait que soit tous les sommets soient de degrés pairs, soit qu'il y en ait exactement 2 de degrés impairs. C'était la seule possibilité. Et sur ce dessin, vous pouvez essayer. Vous avez 1 degré 3 ici, 1 degré 3 ici, 1 degré 5 ici. Donc il y a 3 impairs, donc ça marchera jamais. On ne pourra pas trouver. Voilà. Donc dans les dessins sur le sable que je regarde, tous les degrés, généralement, puisqu'on commence par un point et qu'on finit par le même point, tous les degrés sont pairs. Ce qui me permet déjà, moi, sur le terrain, de reconnaître quelqu'un qui aurait fait un dessin erroné, par exemple. Je pense que je vais pas avoir le temps de faire ça. Voilà. Alors, bon, c'était juste pour la beauté de la formule. Juste pour la beauté, c'est quand même une belle formule, vous trouvez pas, non? Savoir si dans un graphe, en fait, on peut... Alors, il y a une contrainte supplémentaire. Si vous essayez de dessiner de faire du dessin sur le sable, alors déjà, le sable, c'est pas terrible pour dessiner, mais vous allez vite vous rendre compte qu'il va falloir éviter de changer de direction, parce que faire changer de direction sur le sable, ça fait des gros pâtés, et donc il vaut mieux rester le plus continu possible. Donc, ça rajoute une contrainte au graphe que vous dessinez, et cette contrainte, elle est exprimable mathématiquement dans un concept qui s'appelle les chemins droits. Enfin, je vais assez vite là-dessus. Mais la recherche de chemins droits dans un graphe est liée à cette formule qui est donnée par le polynôme de Tout. Et voilà, de manière assez inattendue, j'ai trouvé une relation en fait entre la réalisabilité de ces dessins sur le sable et ce polynôme. Bon, je passe rapidement là-dessus. Alors, comme j'ai pas beaucoup de temps et qu'il y aurait énormément de choses à montrer, je vais vous montrer les modélisations que je fais pour essayer de comprendre comment les gens pensent ces dessins. C'est ça qui m'intéresse. La modélisation, c'est une chose, mais surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que les gens finalement ont dans la tête quand ils font ces dessins, comment ils les retiennent. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'espère que ça va marcher. Non, ça marche pas. Alors, donc, il faut que je refasse à la main comme tout de suite. Alors, Jean-Louis, quelqu'un que j'ai rencontré sur le Demaevo, est venu me faire un soir un dessin.
Bon, il voulait pas le faire sur le sable, il voulait absolument le faire sur mon cahier, donc je lui ai laissé mon cahier. Il faisait nuit et je n'avais que mon iPhone pour le filmer, donc c'est pas voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'a fait un dessin qui représente les nombres dans la région de Pentecôte Nord. Si vous regardez la grille qu'il a dessinée, c'est une grille 10 par 10. Alors il m'a expliqué que ça représentait le nombre 10. Mais que lui, il savait faire le nombre 11, le nombre 12, le nombre 13, et qu'il savait faire jusqu'à 100. Alors au début, il m'a dessiné 1, 2, 3, 4, et puis après je lui ai dit, écoute, essaye de me dessiner 10. Et il a réalisé parfaitement l'algorithme. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous montrer le résultat final. Donc le résultat final, c'est ça. Alors on a beaucoup discuté après sur le dessin, sur ce qui se passait, comment il faisait. Je lui ai demandé de me l'expliquer. Donc j'ai fini par comprendre à peu près comment il conceptualisait le dessin. Donc ça, je vais pas avoir le temps de vous expliquer. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai fait de ces explications. J'en ai fait une animation. Voilà, j'ai fait un programme dans un langage qui s'appelle Python. Et la programmation que j'ai faite me permet d'animer en fait un ensemble de points. Donc là, vous les voyez comme si c'était quelqu'un qui dessinait en fait sur le sol. Et dans la programmation que j'ai faite, j'ai mis tous les commentaires en lien avec ce que m'avait dit ce Jean-Louis. C'est-à-dire, il m'a expliqué un certain nombre de choses de nature algorithmique, en fait, sans le savoir. Je n'ai pas du tout employé ce mot-là avec lui. Mais il a essayé de me le décrire par le menu. Et bon, j'ai suivi ces explications pour essayer de les retranscrire, si vous voyez, dans l'algorithme que j'ai programmé. Voilà, ça je l'ai fait pour 5, j'ai pas fait. Enfin, je peux le faire pour 10. C'est vraiment un algorithme, c'est-à-dire que ça prend. Si j'ai envie de le faire pour 5, pour 10 ou même pour 100, ça marchera. Et donc voilà. Alors je poursuis sur. Je peux encore montrer. Voilà. Alors ça c'est un dessin emblématique du Vanuatu, le dessin de la tortue. Alors, là encore, il faudrait vraiment que je passe beaucoup de temps pour vous expliquer. Il y a un nombre de choses assez fascinantes dans ce dessin. Mais là encore, la première fois on m'a appris ce dessin et on m'a donné un certain nombre de recommandations. Donc j'ai suivi ces recommandations exactement à la lettre pour essayer d'en faire une programmation la plus proche possible de la pensée des dessinateurs. Donc je vais vous montrer l'animation que ça donne. Alors c'est tortue. Voilà. Alors c'est là, je vais peut-être un peu l'accélérer. Le départ, voilà. Alors vous avez deux phases. On est venu me dire, en fait, il faut que tu apprennes d'abord un premier dessin, puis on va, c'est le mot qui m'a été dit, on va mettre un dessin par-dessus. Donc ce qui laisserait penser qu'il y a une superposition, une sorte de vision en 3 dimensions, en calque, qui se superpose. Donc j'ai suivi cet apprentissage à la lettre, et donc j'ai programmé cette animation, qui me permet, quand je montre en parallèle la programmation, me permet de faire un certain nombre de commentaires sur les explications qui m'avaient été faites et comment ça montre une pratique de l'algorithmique, une pratique de la connaissance aussi, parce que là, vous voyez, j'ai parlé de la taille du quadrillage. Le quadrillage était un quadrillage 3 par 5. Si vous faites 3 par 4, ça marchera pas, par exemple. Vous ne pourrez pas revenir au point de départ. Donc, il semble qu'il y ait aussi une connaissance assez fine de la taille des quadrillages qu'il faut prendre pour que le dessin finisse par boucler et sans changer de direction, encore une fois. Alors, voilà. Alors, j'ai fait aussi une animation, là encore, la plus proche possible du dessin que je vous ai montré au tout début. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Puis ça me permettra de finir là-dessus. Voilà. Alors, il semblerait que ça. Oui, alors. Voilà. Alors je vais l'accélérer un petit peu. Voilà. Alors, pour essayer de comprendre comment se marche le dessin, en fait. Il faudrait que je mette des couleurs pour vous expliquer, mais il y a clairement plusieurs couches dans ce dessin. Alors on pourrait penser que le dessinateur fait sa première couche, sa deuxième couche, puis sa troisième couche. Non, pas du tout. En fait, j'ai montré qu'il faisait une première partie de la couche, puis il passait dans la deuxième, puis il passait dans la troisième, puis il revenait dans la première, puis il finissait par la deuxième. Et c'est fascinant parce qu'il y a des dessinateurs qui ne font pas cet ordre-là, qui s'approprient le dessin en jouant en fait avec cet ordre des calques, en fait, en quelque sorte.
Donc j'ai plusieurs vidéos de ce dessin faites par des personnes différentes, mais le même dessin, qui sont faites vraiment de manière différente, comme si les gens avaient cherché absolument à se démarquer et à vouloir trouver des nouveaux chemins pour faire ce dessin. Voilà, et ma dernière diapo, ça devait être ça. Voilà, c'était pour vous dire que voilà à quoi ressemble un de mes programmes. J'ai mis un certain nombre de commentaires en fait dans la programmation pour que vraiment on comprenne que c'est lié vraiment à ces dessins sur le sable. Alors par exemple, vous voyez, j'ai des déplacements là, virage gauche, alors j'ai VG, PD, PBD, petite boucle droite. J'ai tout un tas de déplacements élémentaires en fait qui se retrouvent dans mon dessin et dans ma programmation et qui me permettent d'expliquer comment se font les dessins. Et je pense que c'est fini. Merci. Caco Thomas. Beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment fascinant, c'était vraiment très beau voir ces dessins. Merci. Vous nous avez expliqué ces dessins avec un algorithme, oui. Et donc votre façon de voir la chose. Et je voudrais savoir quelle est la raison de ces gens pour faire ce type de dessin. Est-ce que c'est une sorte de communication? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est bien sûr pas derrière un algorithme? Donc, quelle est vraiment leur raison pour faire ces magnifiques dessins? Oui, merci. Alors il faudrait une soirée entière pour et même en ayant été sur cette île de Maévo, j'ai compris certaines choses de ces dessins et pas tout. Il y a déjà un support de mémoire parce que il y a des histoires qui sont racontées autour de ces dessins. Donc ça permet de se remémorer les histoires, des mythes, des contes liés à la cosmogonie, à la coutume mélanésienne. Donc il y a énormément de choses qui sont impliquées dans ces dessins. Après, pourquoi ces dessins sont arrivés, je n'avoue que je ne sais absolument rien. Je ne sais absolument rien. J'ai vu je suis allé dans le sud de l'île de Maévo, j'ai vu des gravures dans des grottes qui semblent être de sortes d'ancêtres. Il faudrait que je travaille avec un archéologue pour savoir de dessins sur le sable, parce qu'on voit des symétries qui apparaissent. Bon. Et surtout, le corpus n'est pas fixe. Les dessins ne font qu'évoluer. Les gens trouvent des nouveaux dessins, trouvent des nouveaux chemins à l'intérieur de même dessins, voire se réapproprient d'une île à l'autre. Le dessin leur donne un nom différent parce qu'il y a un chemin différent. Et des fois, deux histoires peuvent être complètement, pour un même dessin, peuvent être complètement différentes. C'est extrêmement vaste. Alban, est-ce que donc c'est un peu dans la même lignée de l'intervention qui vient d'être faite là. Est-ce que ça confère une sorte de pouvoir? Est-ce que ça donne un rang? Parce que c'est quand même, ils sont détenteurs d'un savoir unique. Ouais. Donc est-ce que ça en fait des gens, on va dire, avec une position particulière? Oui, tout à fait. Alors déjà, tout le monde ne dessine pas. Tout le monde dessine un petit peu, mais pas de manière toujours très voilà. Il y a quand même des experts, c'est très clair. Et les experts, généralement, en tout cas tous ceux que j'ai pu rencontrer, ont une certaine position de grade dans les sociétés dans la société que j'ai étudiée. Soit dans la chefferie coutumière, soit dans une responsabilité dans le village. Généralement, c'est vrai que ce sont des gens qui sont détenteurs d'un certain savoir. Et quand on parle de dessin sur le sable, sur l'île de Maévo où j'étais, très vite, on m'a renvoyé sur un petit nombre de personnes. C'est-à-dire que j'ai eu un petit nombre de noms qui ont circulé. Et ces gens, voilà. Donc, il y a des dessins aussi tabous, donc il faut pas montrer. Donc, j'ai pas tout vu. Voilà. Il est très clair que ça donne une posture, une stature dans la société. Merci.